Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous des mardis de l'IH2EF. Comme vous le savez, c'est une série de webinaires que nous avons souhaité proposer justement pour vous accompagner les personnels d'encadrement dans toutes les transformations professionnelles qu'ils ont à mettre en œuvre dans leur quotidien. Donc, pour ce troisième séminaire, le choix du sujet est la qualité de vie au travail, mieux vivre son quotidien professionnel. Pour cela, nous allons avoir un webinaire en deux parties. Une première partie où nous aurons la possibilité de vous présenter une enquête réalisée par Georges Fotinos et José Mario Orenstein, qui sont les auteurs de cette enquête et qui vont dans un premier temps pouvoir vous exprimer, proposer les résultats et également commencer à soulever des leviers. Donc pour cette première partie, j'aurai la possibilité d'être accompagnée par Anne-Marie Borrego, ma collègue. Bonjour Anne-Marie. Bonsoir à tous et à toutes. Et donc nous aurons M. Fotinos et M. Orenstein tout à l'heure également pour cette présentation. À la fin de cette première partie, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous par deux moyens. Le hashtag direct IH2EF ou par menti.com dont le code s'affiche également en bas. Donc n'hésitez pas à poser les questions que vous aurez envie de nous poser et nous réagirons donc en direct à ces questions. La deuxième partie portera davantage sur l'explicitation des leviers que nous avons identifiés, des pistes d'action. Et nous aurons pour cela donc une première intervention d'Éric Tournier, qui est inspecteur général, et qui évoquera la question du leadership partagé. Comment le leadership, quand il est partagé avec les élèves, les équipes, les parents d'élèves, peut justement peut-être soulager la charge pour les chefs d'établissement et les inspecteurs. Et cette intervention d'Éric Tournier sera justement étayée par deux témoignages. Le premier témoignage, donc Pierre-Emmanuel Raffi, merci, vous êtes présent avec nous, vous êtes proviseur du lycée LP2I de Poitiers et vous allez donc intervenir en direct pour étayer les propos de M. Tournier à ce sujet. Merci, bonsoir à tous. Le deuxième témoignage sera le témoignage de Laurent Moutard, qui est inspecteur de l'éducation nationale premier degré sur l'Académie de Rennes. Et Laurent Moutard nous expliquera quels sont les gestes professionnels qu'il avait commencé à modifier avant le confinement, qui ont donc perduré tout au long du confinement et qui continuent aujourd'hui, et en quoi ce qu'il a mis en place, notamment avec les directeurs d'école, a permis justement de réinterroger son vécu professionnel et son bien-être au travail. Donc vous aurez également la possibilité, à la fin de cette seconde partie, de nous poser des questions et tout au long de leur témoignage pour que nous puissions y répondre, puisque cette deuxième partie sera conclue par l'intervention d'Ores Mézidi, qui est psychologue du travail sur l'Académie de Lille. Et Ores pourra justement nous soulever un petit peu la prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce que c'est? Comment faire? Comment être mieux dans son quotidien? Et nous conclurons donc par cette intervention. Donc vous aurez la possibilité tout au long, comme je vous le disais, d'interagir, donc n'hésitez pas. Et enfin, nous conclurons ce webinaire par une présentation d'une infographie de synthèse qui comprendra des ressources complémentaires. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Anne-Marie. Anne-Marie, vous allez nous présenter les auteurs de cette enquête qui a été menée pendant le premier confinement auprès d'un certain nombre de personnels d'encadrement, des chefs d'établissement notamment. Oui, monsieur Fotinos, le grand public vous connaît bien et les personnels d'encadrement de notre ministère plus particulièrement. Vous conduisez des enquêtes sur les conditions de travail des personnels d'encadrement et plus particulièrement des personnels de direction depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez mené une enquête sur la région Île-de-France lors du premier confinement. Vous vous êtes intéressé aux conséquences que ce confinement avait sur les conditions de travail des personnels d'encadrement. Est-ce que vous pourriez nous resituer le contexte de cette enquête, s'il vous plaît ? Donc, tout simplement, d'abord, merci de nous avoir invités pour présenter notre travail, José Mario et moi-même. Donc, le contexte général dans lequel s'inscrit cette étude, sur trois champs que nous avons notés. Premièrement, la situation de crise totalement inédite, qui était une rupture radicale et brutale du fonctionnement ancestral de nos établissements. C'est un point particulièrement fort. Le deuxième point, c'est l'adaptation quotidienne aux besoins des enseignants et des élèves dans un contexte réglementaire. Je dis bien un contexte réglementaire, les adjectifs qui suivent sont très importants, frénétique et labile. Puisque tous les pères-dire qui nous entendent ont vécu cette situation. Et puis le troisième point, c'est la multiplication des situations d'isolement, de désarroi, d'anxiété, mais aussi d'engagement socio-éducatif
et pour certains de reconquête du sens du métier. Voilà le contexte général. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est la présentation de cette étude. En fait, il y a eu 2 études. Une étude sur l'Île-de-France, la région académique, avec toutes les académies, et une étude sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vous présente celle d'Île-de-France, parce que c'est la plus récente, et aussi parce qu'on a ajouté un questionnaire, donc elle est un peu plus complète. Mais les résultats sont à peu près similaires dans les 2 régions académiques. Donc ces 2 études, il est important de dire qu'elles ont été soutenues par la CASDEN, et l'accord cadre que la CASDEN a signé avec le ministère et le ministre, le SNP2N et aussi la FAE pour la région de Grenoble. Donc, comme vous l'avez bien souligné, ma chère collègue, c'est dans la continuité de la série des travaux que nous avons menés sur les PERDIR, et il y en a un certain nombre, donc sur le climat, le moral, les parents d'élèves, la violence. Et l'objectif précis de cette étude, eh bien, l'objectif précis, c'est connaître et évaluer ces impacts que l'on a plus ou moins sous forme de témoignages, donc voir réellement quels sont ces impacts et les mesurer. Ça, c'est un point. Et au regard des résultats que nous avons eus, proposer des pistes. Si vous préférez, nos pistes de prévention et de gestion de ces impacts relèvent directement des résultats de nos travaux. Alors, on arrive aux faits saillants. Aux faits saillants et les diapos que vous avez. Les premières diapos sont les impacts relationnels. Parce que les impacts relationnels, c'est les impacts avec les acteurs en interne et aussi un acteur en externe. Alors ce tableau, je le recherche de mon côté. L'impact relationnel, bon, il est très net, ce que vous voyez là. Donc c'est des impacts aussi bien négatifs que positifs. Donc les impacts positifs, on voit une nette amélioration des relations des PERDIR avec les parents, mais surtout avec les enseignants. Et ça, c'est un fait très positif. Et puis, les impacts négatifs relationnels, on les voit aussi très nettement. Donc, c'est avec la hiérarchie et avec la collectivité locale. Mais vous voyez que c'est un échantillon plus que extraordinaire, exceptionnel, puisque plus de 70% des établissements de la région Île-de-France ont répondu. Il n'y a jamais eu une enquête ayant eu un tel score. Et de même, pour la région Rhône-Alpes, c'est 60% des établissements de la région académique. Donc, cet échantillon est très représentatif et les stats sont béton. Donc ça, c'est pour le relationnel. Et par exemple, on voit que les relations avec les parents se sont encore plus améliorées dans les collèges REP. En revanche, les relations avec les collectivités locales se sont beaucoup plus détériorées dans les collèges. Vous voyez, donc là, c'est nuancé, c'est pondéré. Alors après, je pense que vous allez avoir la diapo concernant le fonctionnel. Je lis la question parce que cette question a beaucoup intéressé, c'est le moins qu'on puisse dire, notre petit monde éducatif. Au cours de cette période, pensez-vous avoir trouvé des réponses aux besoins des élèves et des enseignants dans la liberté de créer et d'innover? Vous remarquez que, grosso modo, 9 PERDIR sur 10 disent qu'ils ont trouvé des réponses. Parfois, souvent, très souvent. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là, je pense qu'il y a un événement qui s'est passé. Donc ça serait bon à analyser le pourquoi et le comment. Mais à partir de là, ce que nous verrons ensuite avec le positif encore, c'est qu'il ne faut pas laisser retomber le soufflet et continuer sur la lancée. Toujours sur les impacts fonctionnels, pensez-vous que l'expérience collective acquise, que vous avez acquise au cours de cette crise, puisse modifier votre projet d'établissement? Et là, c'était une surprise complète. 9 sur 10, presque, disent que oui ou peut-être, ça pourrait modifier leur projet d'établissement. Et puis, prendre la forme reconnue d'une expérimentation, c'est encore, je dirais, plus fort, puisque je dirais qu'un certain nombre d'établissements ont la crainte, la peur, ou je dirais, sont frileux pour se lancer dans une expérimentation. Et quand vous avez 8 PERDIR sur 10 qui disent que oui, ça pourrait prendre la forme d'une expérimentation, ça serait dommage de laisser retomber cet enthousiasme. Donc là, nous avons suivi votre propos et nous arrivons à la deuxième diapositive sur les impacts fonctionnels. Là, c'est un peu plus négatif. Bon, ça concerne vraiment le PERDIR en lui-même, entre sa mission, son statut, etc. Et ça a eu un impact sur les missions des PERDIR.
Donc je ne vais pas répéter toutes les missions que vous avez à accomplir, mais bon, on en reparlera dans les échanges. Votre statut de cadre autonome, vos conditions de travail et vos tâches professionnelles et votre confiance envers l'institution. Bon, vous remarquez que 9 sur 10 ont eu des conditions de travail qui ont été impactées, mais très fortement. Et puis là, c'est plus inquiétant. Bon, c'est très inquiétant, bien sûr, les conditions de travail, mais la confiance envers l'institution. La confiance envers l'institution, la confiance dans un système, c'est un élément fondamental pour la qualité de vie au travail. Monsieur Fotinos, j'imagine, et j'en suis totalement intimement convaincu, que face à cette situation, vous pourriez, et vous avez déjà envisagé, des pistes d'amélioration, des leviers, et nous faire des préconisations qui permettraient d'éviter ces situations qui sont difficiles. Oui, bien sûr. Merci de poser cette question. Mais tout ce que, notamment le questionnaire, par exemple, je ne l'ai pas élaboré seul dans mon petit coin avec Mario. Non, c'est après avoir rencontré, avoir réuni des panels de personnes de terrain, de perdires de terrain, hommes et femmes, que nous avons abouti à la correction de ce questionnaire. Et de même, pour les préconisations, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quelque chose de fondamental, mais vraiment fondamental, réduire les impacts, c'est prendre en compte en priorité la GRH. La gestion des ressources humaines, dont la QVT, on l'oublie trop souvent, est le levier majeur. Souvent, on a cantonné la QVT aux risques psychosociaux. C'est beaucoup plus large que ça, une QVT. Alors, je vais pas vous faire une petite leçon sur ce que c'est qu'une QVT, mais les principaux composants d'une QVT, c'est le domaine relationnel avec les acteurs et les partenaires, c'est les conduites, les conditions de travail, ça bien sûr, mais l'autonomie. Et puis quelque chose qui est souterrain peut-être, mais aussi important, c'est la pérennité et la continuité du système éducatif. Et enfin, là aussi, on l'oublie assez souvent, et pourtant vous allez voir que ça va ressortir d'une façon accentuée au cours de cette crise, c'est la perspective d'avenir professionnel. Donc, préconisation, je résume, 2 préconisations, on peut rentrer dans le détail plus tard, mais c'est des préconisations systémiques, c'est-à-dire dans le cas précis qui changent vraiment à tous les niveaux le système et qui permettent la mise en place de tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire GRH, QVT, et puis aussi réussite des élèves, entre guillemets, tout ça est lié. Vous avez, au cours de votre enquête, travaillé avec Monsieur Orenstein. Monsieur Orenstein est médecin psychiatre. Il a conduit cette enquête avec vous et il a abordé, il va pouvoir nous faire un retour sur les impacts psychologiques de la situation que M. Fotinos vient de nous décrire, une situation psychologique qui, heureusement, là aussi, peut trouver des solutions. Et M. Orenstein va pouvoir nous faire état à la fois de ces constats psychologiques et il vous indiquera immédiatement après quelles sont les préconisations, les conseils qu'il pourrait donner pour éviter des situations professionnelles trop complexes. Monsieur Orenstein, vous avez la parole. Merci, bonsoir à tous. Merci à l'Institut de nous permettre de faire part de cette enquête. Vous avez là, j'espère, face à vos yeux, un tableau comparatif des symptômes en fonction des populations. Alors, c'est pour que vous trouviez des points de comparaison entre ce qui s'est passé au sein de cet établissement scolaire, d'une part, région Île-de-France d'abord, région académique Auvergne, etc., directeur d'école à Paris, et comparé avec des enquêtes similaires à la nôtre vis-à-vis des soignants en Chine, en Suisse, en Italie, et puis en population générale au Japon, et utilisant le même type de questionnaires que nous avons utilisés nous, des questionnaires de dépression, d'anxiété, un questionnaire spécifique lié au virus, et puis un questionnaire de stress plus général. Alors,
La première chose, bon, vous voyez là les chiffres, par exemple, concernant la dépression, qui sont quand même très, très importantes, très inquiétants pour nous, qui sont à l'auteur pratiquement du personnel soignant en Chine, même les dépassent. Voilà. Ce qui est important de signaler, c'est que ce type de questionnaire ne nous permet pas de faire un diagnostic de dépression. Pour faire un diagnostic de dépression, il faut absolument une consultation médicale. Hein. C'est face au médecin qu'on fait un diagnostic. Les questionnaires, ça permet, au cours d'un entretien, de quantifier un peu la gravité, mais ça permet aussi, au cours des enquêtes, d'avoir une suspicion qui nous donne une ordre de grandeur de problèmes rencontrés. Et comme vous voyez, sont importantes. Là, quand il s'agit de poser des questions très spécifiques par rapport au virus, dans ce questionnaire, qui est un questionnaire très récent, hein, qui est un questionnaire de coranophobie, vous voyez que les résultats sont tout à fait minimes. Hein. Quand on compare avec des résultats par rapport à la dépression, à l'anxiété, c'est-à-dire quand on pose des questions de façon beaucoup plus générale. Alors, ces questions de stress essayent aussi d'évaluer, d'une part, la perte de contrôle sur la situation, l'aspect inespéré d'événements qui nous arrivent, et autant les aspects symptomatiques liés au stress. Bon, voilà, les chiffres, vous les avez face à vos yeux. Surtout ces chiffres de dépression, ça nous paraît quelque chose de vraiment important. Nous avons là, si vous voulez, présenté, comme vous voyez, plus de la moitié des jours ou presque tous les jours des pensées suicidaires. Hein. Donc, ces chiffres-là aussi, vous voyez, en Île-de-France, c'est quand même presque le double que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et même chose par rapport au directeur d'école à Paris. Je vous ai présenté là uniquement plus de la moitié presque tous les jours. Je ne vous ai pas présenté, parce que les pourcentages seraient beaucoup plus importants si c'est des pensées suicidaires la moitié du temps, par exemple, les 15 jours qui ont précédé l'enquête. Donc 17% de perdus ont eu des troubles du sommeil. Alors, concernant les troubles du sommeil, là, vous voyez, quand on pose la question, même chose que dans les premières diapositives, on nous pose la question spécifique par rapport à la raison, hein, et on dit est-ce que c'est le virus, la réponse est beaucoup plus faible, mais par contre, quand on pose la question de façon très générale dans les autres questionnaires, vous voyez que 55% des répondants ont des difficultés de sommeil. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pour nous est très important parce que c'est quand même le sommeil, le moment où on récupère. Et ce qui est important dans le stress, c'est pas seulement les situations stressantes, mais la capacité que nous avons à pouvoir déconnecter et récupérer. Donc le stress tel qu'il est perçu, et puis on peut peut-être évoquer même une autre expression, Anne-Marie, qui est apparue aussi. Oui, vous parlez dans votre enquête de management sous stress. D'abord, avec les stress, vous voyez que les chiffres sont importantes. 71% sont stressés, mais ils sont stressés comme nous sommes tous stressés. Là, nous faisons face à une situation par le fait que nous ne contrôlons rien et par le fait que c'est quelque chose d'imprévisible, sans tenir compte de tous les effets des procédés pour essayer d'arrêter l'épidémie, qui font qu'il y a un stress qui est très important. Donc l'enquête de 2017. Alors, c'est pour vous dire que c'est quand même très important de tenir compte du fait que les événements actuels viennent se greffer sur une situation que nous connaissions et qui est une situation qui était déjà très dégradée. Vous voyez que ce quart, 25% d'épuisement professionnel, était quelque chose quand même d'important parce qu'il y avait une gravité, comme nous disons là, une gravité clinique. Hein.
Voilà, et puis autre chose que pour moi dans ce diapo est importante, c'est 8% ou 9% presque qui jugent leur santé mauvaise. Nous n'avons pas de chiffres, je ne les connais pas. Si quelqu'un les a, je serais bien content de les savoir. Sur quel est le pourcentage de chefs d'établissement qui font partie de populations à risque par rapport au développement de maladies graves par rapport au Covid, à la Covid. Et donc ça nous donne une petite aperçu, en quelque sorte, de l'état de cette population. Je voudrais répondre à la question sur ce que j'appelle l'encadrement sur stress, si vous me permettez. Derrière cet intitulé, il y a un constat. Et ce constat, c'est que face à des situations de stress, de santé au travail, il y a une répartition des tâches. Cette répartition des tâches en deux, c'est d'une part les partenaires sociaux, donc les syndicats en particulier, les ministères, qui vont s'occuper des conditions de travail. Et puis il y a les victimes de cette situation qui vont être prises en charge par tous les établissements de santé. C'est-à-dire que passe dans le cadre de ce qu'on appelle les maladies personnelles. Mais, s'agissant des personnels d'encadrement, s'agissant face à des gens qui ont un état de burn-out, d'épuisement professionnel, quand on sait que l'épuisement professionnel va déclencher des symptômes psychologiques et comportementaux liés à la rigidité, à la perte de la tolérance à la frustration, à l'irritabilité, à la prise de distance, au désengagement par rapport à ses collègues. Quand on pense au traumatisme vicariant, avec toutes les factures cognitives qui vont avoir un impact sur la représentation de la sécurité, sur les contrôles, sur l'estime de soi, sur l'autonomie, sur la confiance, sur l'empathie. Quand on pense à l'impact qu'il y a le stress sur les prises de décision, avec des prises de décision erratiques, avec une vision en tunnel, on voit se rattacher à des détails qui sont à la portée de la main en oubliant les contextes. Quand on passe à des prises de décision, on choisit les mauvais styles qui deviennent trop analytiques. Quand il y a une intolérance à l'incertitude, où on va se raccrocher à des plans écrits en laissant de côté la créativité. Bref, quand on se recroqueville pour éviter des vagues, aucune information qui ressort de l'ordinaire n'est acceptée, etc. Monsieur Orenstein, vous êtes médecin psychiatre. J'imagine que des patients qui pourraient souffrir de ces symptômes, vous en rencontrez. Peut-être pourriez-vous nous dire si vous pourriez nous faire des préconisations, s'il y aurait des situations qui peut-être pourraient amoindrir les difficultés que vous venez de décrire et qui pourraient permettre... Je vais le faire, ça. Je vais le faire à l'instant, mais si vous voulez, la préconisation, et c'est là où je vais venir avec ce que je viens de préciser, c'est que la préconisation, ce que nous avons écrit dans ce rapport d'enquête, c'est précisément que, étant donné que les problèmes personnels des chefs d'établissement ne sont pas des problèmes personnels, mais sont aussi des problèmes institutionnels, par l'impact, par le rôle central qu'ils ont dans un établissement. C'est l'ensemble de l'institution, c'est l'ensemble de l'établissement qui risque d'avoir des problèmes, exactement comme c'est dans les cas des médecins. Quand les médecins sont dans un état d'épuisement, il y a immédiatement des erreurs médicaux, etc. Donc, en m'inspirant de ce qui s'est fait dans certains pays concernant les médecins, la proposition que nous faisons, c'est d'inclure, si vous voulez,
dans les compétences pour devenir chef d'établissement, la phrase suivante, démontrer une connaissance de leur responsabilité à prendre soin de leur santé, y compris le maintien d'un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle, et de savoir comment faire face à une maladie pour protéger son personnel. Donc ça, c'est cette proposition, et je suis content de l'échange que nous avons aujourd'hui avec vous, parce que l'élaboration, si vous voulez, de la formation, que ce soit initiale ou en continu, ça vous revient à vous en tant qu'institut. Alors, maintenant, je réponds à la question immédiate, quoi faire face à la crise? Là aussi, on a fait toute une série de propositions que vous allez pouvoir lire dans la brochure des rapports d'enquête, qui s'inspirent aussi ce qui a été fait auprès des soignants en première ligne du Covid. Et on ne dira jamais assez l'importance du soutien social, de l'interaction sociale dans une situation de crise comme celle que nous vivons. Il ne s'agit pas, et c'est un mauvais terme, celui de prendre de la distance sociale. Il s'agit de prendre de la distance physique, ça c'est très important. Mais on peut prendre de la distance physique tout en multipliant tout ce qui est interaction sociale. La preuve que même par téléphone, là, nous sommes en train d'avoir une interaction sociale. Alors, cette interaction sociale signifie avant tout faire un travail d'équipe, signifie avant tout pouvoir se concerter avec un collègue pour se auto-surveiller mutuellement, en quelque sorte, pour pouvoir être attentif à toute cette dérégulation des émotions. Ça consiste aussi à demander de l'aide, ça consiste à demander aux autres des informations. Ça c'est quelque chose nous allons les soulever par la suite, Monsieur Reinstein, par les témoignages. Ensuite, puisque c'est une situation où nous ne contrôlons pas grand-chose, c'est d'autant plus important de pouvoir focaliser son attention sur les choses que nous contrôlons. Ce qui signifie de retirer un peu de l'énergie sur toutes les choses que nous ne contrôlons pas. Monsieur Reinstein, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, avec Monsieur Photinos, vous avez soulevé un certain nombre de points après les constats et nous allons vous proposer dans cette seconde partie, justement, de développer certains leviers identifiés, certaines pistes d'action. La première étant justement la question du leadership partagé. Et nous allons pour cela avoir plusieurs témoignages, notamment le témoignage d'Éric Tournier, qui est inspecteur général, spécialiste de cette question du leadership. Et il nous parle justement du leadership partagé, à la fois sur les effets positifs que ce leadership peut avoir, non sans occulter aussi les causes du mal-être des chefs d'établissement et des personnels d'encadrement en général. Nous l'écoutons tout de suite, Éric Tournier. En quoi le leadership partagé peut-il être au service d'un mieux vivre professionnel des personnels d'encadrement et par cascade des équipes pédagogiques? Commençons par identifier ce qui, dans l'exercice d'un leadership, peut être source de mal-être au travail. La charge de travail à accomplir, la multiplication des commandes, alors que dans le même temps, la question des moyens ou du temps n'est pas posée. La tentation du Sherpa, autrement dit la tentation de tout porter par soi-même. La complexité de devoir piloter dans un environnement incertain ou insécure. Par exemple, l'incitation au pilotage pédagogique que reçoivent les chefs d'établissement et pour lequel nombre d'entre eux ne se sentent ni légitimes ni formés, voire même en difficulté. La difficulté à dynamiser les équipes, le climat au sein de l'équipe et de la communauté éducative sont aussi des sources qui peuvent contribuer au mal-être au travail. Rappelons ce qu'est le leadership partagé dans ce contexte. Le leadership, c'est la capacité à entraîner les autres vers un objectif. Le leadership de l'inspecteur est partagé lorsqu'il est participatif, quand il implique des enseignants, des formateurs, des tuteurs, quand il prend appui sur des chefs d'établissement pour l'accompagnement des équipes et pour la formation des équipes. Le leadership du personnel de direction est partagé quand il implique des personnels, des élèves, des parents et des partenaires dans un fonctionnement quotidien, quand il mobilise des instances, quand il y a un fonctionnement démocratique au sein de l'établissement. Et pour un leadership partagé, le chef d'établissement peut s'appuyer sur des personnes ressources, professeurs principaux, professeurs coordonnateurs, professeurs référents. Dans ces situations, il facilite par l'emploi du temps, il explicite par des lettres de mission,
Ils valorisent, par des délégations et ou une indemnisation de leur prise de responsabilité, leur rôle au sein de l'établissement. S'agissant d'un mieux vivre professionnel, que permet le leadership partagé? Il permet de soulager les tâches, les missions, les responsabilités par la délégation et par l'appui sur l'expertise d'autrui. Il donne à voir une autre image du personnel d'encadrement tournée vers la confiance dans l'expertise de ses collaborateurs, tournée vers l'ouverture et l'écoute à des propositions, tournée vers le dialogue et la concertation. Le leadership partagé motive ceux qui veulent s'impliquer et prendre des responsabilités. En cela, il répond aux aspirations au sens, à la transparence, à la confiance qui est très commune chez les personnels de l'éducation nationale. Si on prend pour référence la fameuse pyramide des besoins de Maslow, on va retrouver ces différents éléments. Après, bien évidemment, la satisfaction de tous les éléments de base, à savoir la sécurité, mais après, le sentiment d'appartenance, de considération, la possibilité de s'exprimer, le sentiment d'estime que l'on va porter, la reconnaissance que l'on va porter à notre action et la réalisation sont autant d'éléments qui participeront au bien-être au travail, à la fois des cadres, mais aussi de tous ceux qui sont placés sous leur responsabilité. Que permet encore le leadership partagé par rapport à notre problématique? Eh bien, il crée des conditions nécessaires à l'intelligence et au travail collectif. En cela, il soulage la complexité des tâches qui sont à accomplir et il permet d'intégrer dans un collectif ceux qui sont isolés et ceux qui peuvent se trouver en difficulté professionnelle. Enfin, pour finir, je dirais que face au stress important, aux tensions, à la surcharge de travail, le cadre de l'éducation gagne à oser demander conseil, gagne aussi à toujours entretenir des relations fluides et confiantes avec ses pairs et avec l'ensemble des autorités académiques. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que l'exercice physique régulier, que l'alimentation équilibrée, la préservation de temps pour soi, pour se ressourcer, mais aussi pour avoir une activité réflexive sur sa propre action, eh bien, sont nécessaires pour prévenir les différents risques de mal-être au travail et d'épuisement professionnel. Puisque nous accueillons en plateau donc Pierre-Emmanuel Raffi, qui est proviseur donc, du lycée LP2I de Poitiers, donc du lycée innovant de Poitiers. Donc Pierre-Emmanuel, vous allez peut-être pouvoir justement nous parler un peu de la manière dont vous mettez en place un leadership pédagogique qui n'a pas attendu le confinement. Vous avez mis en place un leadership pédagogique, certes, de par vos fonctions, mais partagé pour le coup. Donc vous allez évoquer un petit peu ce qui est en place dans votre établissement. Et puis on essaiera d'analyser un peu avec vous aussi les effets sur vous-même, hein, sur votre propre vécu. Je vais juste préciser, je ne vais pas dire que j'ai mis en place un leadership partagé, puisque j'ai la chance de diriger un établissement dans lequel ces pratiques collaboratives sont déjà extrêmement importantes et sont très développées. Donc c'est un établissement où il y a une culture de partage de la décision, une culture de partage des problèmes, des difficultés, et avec la difficulté pour le directeur, le proviseur qui en prend la direction, de s'inscrire dans ces démarches-là. Et donc c'est dans cet esprit-là que j'ai pu le mettre en place. Donc, en quoi ça consiste, ce leadership partagé? Alors en quoi ça consiste? Ça consiste essentiellement à partager la prise de décision, de partager la responsabilité, de façon à pouvoir ensemble prendre les décisions qui sont les plus importantes. Alors si on prend un exemple à l'occasion par exemple de la période du confinement, il y a eu une période où on s'est posé vraiment la question, je me souviens on était au début avril, un peu avant les vacances d'avril, et on se posait la question de mais finalement qu'est-ce qui va se passer si jamais le confinement doit durer, si jamais on ne va pas pouvoir reprendre les cours le 10 mai, je crois que c'était annoncé le 10 mai à cette époque-là, comment ça va se passer? Comment les élèves perçoivent les choses? Comment les élèves envisagent leurs vacances? Qu'est-ce que c'est des vacances confinées? Et donc, ces questions-là, on aurait pu les décider tout seul. Or, là, on a organisé une grande concertation à l'échelle de l'établissement. Non pas pour juste avoir un sondage, un référendum, mais pour reprendre les idées et les propositions des uns et des autres. Et donc, ça s'est passé vraiment d'abord par les élèves qui ont exprimé auprès de leur professeur principal leurs opinions, leur avis sur ces deux questions, remonter ensuite avec une réflexion par les professeurs principaux par niveau, et puis une synthèse, nous, on s'est retrouvés, avec des décisions d'ailleurs sur lesquelles on ne s'attendait pas, la principale étant que les élèves nous disaient « ça y est, on a trouvé une organisation, surtout ne changez rien. On ne veut pas penser l'après, pour l'instant, on veut rester dans des choses assez simples ».
Donc voilà un exemple où comment on associe à la fois les élèves, les personnels sur ce type de prise de décision. Oui, vous avez fait fonctionner à plein l'intelligence collective, en fait. C'était le but. Alors, on pourrait donner des tas d'exemples comme ça où il y a la question aussi de l'évaluation. Comment évaluer ce dernier trimestre? Comment faire quelque chose qui soit pertinent, qui ait du sens? Et comment associer les différents acteurs, les parents d'élèves aussi, sur ces décisions-là. Donc la mobilisation des acteurs, donc là on voit bien qu'en effet, c'est un leadership qui est partagé puisqu'il y a une consultation, mais je dirais qu'à la limite, pourquoi pas, mais est-ce que ça a des effets positifs sur vous-même, sur votre bien-être, et puis peut-être par ricochet justement sur les équipes qui vous entourent et les collaborateurs qui vous entourent? Alors, c'est deux niveaux de questions, c'est-à-dire que moi-même, dans ma façon de diriger l'établissement et sur l'importance du leadership partagé dans ma qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur à un moment de se la poser à soi-même aussi. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment où on est dans une prise de décision seule, il y a cette solitude, il y a cette démarche où voilà, on se sent responsable seul de tous, à quelque chose où on partage de plus en plus. Un élément, moi, que j'ai trouvé très fort pendant cette période de confinement, évidemment, l'attachement aux autres, faire attention au personnel a été une priorité. Donc, régulièrement, j'appelais des enseignants pour savoir comment ils allaient. Et progressivement, j'ai vu que les choses changeaient et qu'eux-mêmes me posaient la question « Et vous, comment allez-vous » C'est-à-dire qu'on n'était pas juste à le chef qui demande dans un sens, mais c'était dans un échange réciproque, sans doute parce qu'on rentrait dans la sphère du privé, qu'il se passait autre chose à ce moment-là. Et ça, c'est resté, par exemple. Le chef d'établissement ne doit pas être un Sherpa qui porte tout pour tout le monde, tout le temps, voilà, et qui coûte que coûte et quelles qu'en soient les circonstances. Voilà. Et pour les collaborateurs ensuite, et les enseignants, les personnels, c'est se sentir aussi pleinement responsable et engagé dans les décisions, dans la vie de l'établissement. Donc il y a un attachement et un rôle dans l'établissement qui change, à mon avis, à partir du moment où on n'est pas dans une posture d'attente de la décision qui va être posée. Et donc là, pour vous, un sentiment de mieux-être, de mieux vivre ce quotidien, j'imagine, professionnel, par les relations. Donc on voyait tout à l'heure l'impact relationnel. Donc est-ce qu'au niveau de l'impact fonctionnel aussi, vous y avez vu des effets positifs? Aujourd'hui, j'y vois des effets vraiment très très positifs, dans le sens où il y a une sorte de confiance aussi dans l'avenir. Quoi qu'il se passe, on sent qu'il y a un collectif qui existe. Et on va partager ensemble les difficultés que l'on va rencontrer, si on rencontre des difficultés, et on va partager aussi les moments agréables ensemble. On ne sera pas dans un affrontement, une opposition les uns contre les autres. D'accord. Donc nous allons continuer avec un second témoignage justement de Laurent Moutard, qui est inspecteur de l'éducation nationale premier degré sur l'Académie de Rennes. Donc Laurent, vous nous entendez? Du coup, vous êtes également au téléphone, puisque l'image nous fait défaut aujourd'hui. Bonsoir Magali, oui, je vous entends très bien, merci. Alors, merci Laurent de votre témoignage également, donc audio. On avait également presque les mêmes questions finalement, mais de votre point de vue, puisque vous aviez commencé à engager avant le confinement un certain nombre de méthodes de travail un peu différentes. Et puis, vous allez nous raconter justement comment, en termes organisationnels, vous avez pu poursuivre ce changement de pratique et de collaboration, notamment avec les directeurs d'école pendant le confinement. Et puis, nous verrons ensuite finalement ce qu'il en reste et puis en quoi ça vous a, vous, impacté sur votre vécu professionnel. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que vous aviez enclenché avant le confinement et comment ça a été un peu modifié ou renforcé pendant ce confinement? Dites-nous tout. Alors, nous avions enclenché sur la circonscription des groupes de travail et d'échange entre pairs, enfin sur plusieurs circonscriptions dont j'ai eu la charge, des groupes de travail et d'échange entre pairs pour les directrices et directeurs d'école, avec des apports formatifs sur des thématiques liées à leur mission, des thématiques choisies selon les besoins constatés ou selon les besoins exprimés et selon l'actualité. L'idée étant, bien entendu, d'aider les directrices et directeurs dans l'exercice quotidien de leur mission. Alors, pour répondre à votre question, durant la crise sanitaire, ces échanges ont été plus fréquents, rendus nécessaires, bien entendu, par le contexte de crise sanitaire, et facilités aussi par les moyens de travail à distance, avec, bien entendu, une précaution visant à ne pas les multiplier, afin de préserver, bien entendu, l'agenda des directrices et directeurs, mais aussi celui de l'inspecteur et de l'équipe de circonscription. Donc là aussi, durant le confinement, nous avons poursuivi selon cette dynamique de groupe de travail thématique qui se déroulait à l'initiative de l'équipe de circonscription ou parfois aussi sur proposition des directrices et directeurs. Alors quelques exemples de thématiques qui peuvent être intéressants. Durant le confinement, une thématique qui est apparue qui était celle de comment garder le lien avec les élèves dont les familles s'éloignent pour diverses raisons de l'école.
Au moment du déconfinement, à partir du 11 mai, une des questions qui s'est posée, ça a été comment justement recueillir la parole des élèves, comment accueillir les élèves, quelle priorité donner aux enseignements, comment garder le lien de confiance avec les familles et avec les partenaires, les mairies notamment. Et puis, une question qui est venue très souvent également, un peu plus tard dans le mois de juin, qui a été comment préparer la rentrée 2020 avec toutes les incertitudes qui étaient liées à cette époque-là, à ce moment-là de l'année, sur la préparation de cette rentrée 2020. Donc finalement, vous partagez aussi avec Pierre-Emmanuel Raffi ce questionnement partagé avec les acteurs, avec toutes les personnes qui sont concernées par les décisions et par les mises en œuvre. Donc là, ce qui est intéressant justement, c'est d'échanger avec vous sur ce qu'il reste de ces pratiques après confinement. Et puis honnêtement, ce qui m'intéresse au regard aussi de la problématique d'aujourd'hui, c'est en termes de qualité de vie au travail, est-ce que vous avez vu, comme Pierre-Emmanuel Raffi, des effets sur vous-même, à la fois impact relationnel, impact fonctionnel, voilà. Dites-nous tout un petit peu. La suite après confinement, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous vivez les choses? Alors, la suite après confinement, ces groupes de travail se poursuivent, bien entendu, dans le cadre de la circulaire d'août 2020, qui est relative aux fonctions et conditions de travail des directeurs, et qui évoque donc des formations et des échanges entre pairs. Ils sont organisés donc en circonscription. Et cette fois-ci, les thématiques sont des thématiques retenues au niveau départemental, en concertation avec un groupe de travail des directeurs qui est présidé par le directeur académique et qui réunit donc des inspecteurs et inspectrices et des directeurs-directrices également. Donc ces groupes se poursuivent et sur la circonscription, ils sont généralement très appréciés, donc il n'y avait aucune raison de ne pas poursuivre dans cette dynamique. Les apports, alors ils sont multiples. Je dirais que le premier apport en termes de qualité de vie au travail, c'est de renforcer un climat, de renforcer une relation de confiance. Il me semble que c'est un élément essentiel dans la qualité de vie au travail. Cette confiance, elle se renforce parce que d'abord ces échanges apportent à tous, me semble-t-il. Les directeurs et directrices enrichissent leurs compétences, l'équipe de circonscription aussi à travers ces échanges. On s'appuie sur l'expertise des directeurs et des directrices. Et puis, si je devais donner un qualificatif à ces échanges, ce serait des qualificatifs, ce serait sincérité, authenticité et transparence. Il y a dans ces échanges une liberté de parole qui est bien sûr dans le respect d'un cadre institutionnel dans lequel nous sommes, bien entendu, il n'y a aucun doute là-dessus, respect des prérogatives de chacune et chacun, mais il y a une prise de parole facile, et donc du coup, cette fluidité des échanges fait que les directeurs viennent facilement vers l'équipe de circonscription, vers l'inspecteur en cas de difficulté, et on peut également s'appuyer sur eux avec facilité aussi. Et je dirais que ce que cela permet, c'est de mieux anticiper certaines difficultés, certaines situations qui peuvent arriver, du mal-être au sein d'une équipe par exemple, mieux anticiper des situations qui pourraient être conflictuelles avec des familles ou avec des partenaires, ou des difficultés liées à la mise en œuvre, puisqu'on est encore dans ce contexte-là, du protocole sanitaire. Voilà, donc on a cette anticipation des situations qui, si on ne les anticipe pas, peuvent devenir très vite chronophages et très vite coûteuses en énergie. Et là, je pense qu'en termes de qualité de vie, le fait de pouvoir intervenir rapidement et en concertation, encore une fois, est très important. On est sur des prises de décision concertées. Et puis, un élément essentiel aussi, en tant que cadre, on a besoin de connaître, me semble-t-il, le ressenti des équipes, comment les équipes se sentent, comment elles vivent les situations auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres. Et on a, dans le cadre de ces échanges, des retours. Parfois, on anticipe certaines difficultés en se disant là, ça va poser une difficulté aux équipes, et ce n'est pas forcément le cas, et inversement. Donc ça permet de mieux aussi orienter notre action, de faire en sorte qu'elle réponde le mieux possible aux besoins des équipes. Et on a besoin pour ça de ces retours directs. Et un dernier point, en termes de qualité de vie au travail, je dirais que lorsqu'on a des retours critiques, ils nous permettent de progresser et d'avancer, et ça c'est toujours stimulant. Et lorsqu'on a des retours positifs, tout simplement, ça fait du bien de voir que l'action, que l'énergie que l'on met, la conviction que l'on met collectivement dans des actions est bénéfique aux équipes et bénéfique aussi aux élèves. Voilà. Donc, merci beaucoup, Laurent. Vous évoquiez aussi la question de la charge mentale, qui n'est pas un point à prendre à la légère, on va dire. Et pour ce faire, on va pouvoir terminer par un dernier témoignage, qui est le témoignage d'Ores Mézidi. Donc, Ores Mézidi est psychologue du travail sur l'Académie de Lille. Et donc, nous allons pouvoir échanger avec Ores justement sur plusieurs points.
notamment déjà évoquer la question de l'existence des psychologues du travail. Ils sont à peu près une trentaine répartis sur les académies, avec des missions à ce jour très différentes, puisque certains ont des missions plutôt d'accompagnement individuel. Et vous allez voir que Aurès Mézidi va nous expliquer aussi que sur l'île, ils ont fait un autre choix, un choix de plutôt travailler sur des collectifs et appuyer justement notamment les chefs d'établissement ou les inspecteurs dans leur mission. Et donc nous allons questionner avec Aurès Mézidi la question de la prévention des risques psychosociaux, parce qu'on en parle à la fois beaucoup et finalement qu'est-ce que nous mettons derrière ces termes-là. Donc Aurès Mézidi va pouvoir nous expliquer. Donc bonjour Aurès, vous êtes avec nous par téléphone bien évidemment, puisque pour ne pas changer la visio nous fait défaut. Donc merci de votre présence Aurès. Merci à vous. Rebonjour Magali. Merci en tout cas de me donner la parole sur ce sujet-là. Comme vous le disiez à l'instant, effectivement, au sein de l'Académie de Lille, nous sommes 3 psychologues du travail avec pour mission principale l'accompagnement de collectifs de travail. Premier degré, second degré, service académique, sur l'ensemble de l'académie. Voilà, effectivement, comme vous l'aviez dit, on est à peu près une trentaine au niveau national, avec des distinctions assez marquées entre académies. Nous, on a fait le choix de faire uniquement du collectif de travail, mais aussi de l'appui managérial, qui n'est pas le cas de toutes les académies, qui, elles, par exemple, font de l'accompagnement individuel. Alors, vous êtes une ressource essentielle en tant que psychologue du travail. Et ce que je vous propose, c'est peut-être justement de développer ce que l'on entend par la prévention des risques psychosociaux, parce que c'est à la fois pour soi, en tant que personnel d'encadrement, et peut-être par ricochet aussi pour les équipes. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière ? Oui, c'est ça, je pense qu'il est important, avant d'aller plus loin, peut-être de poser les bases et d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. Lorsque l'on parle de qualité de vie au travail, finalement, on parle de risque psychosocial, tout simplement. Le risque psychosocial, c'est avant tout un risque professionnel, au même titre que le risque lié au bruit, au port de charges lourdes. Le risque psychosocial, on peut tous y être soumis. C'est ça qui est important de comprendre. Le risque psychosocial, il a la particularité d'avoir une triple dimension, individuelle, collective et organisationnelle. C'est ce qui fait que il est complexe à saisir. Pour autant, effectivement, il peut toucher tout le monde. Si on devait retenir qu'une seule définition du risque psychosocial, on retiendrait celle issue du rapport Golac et Baudier de 2011, qui fait plutôt consensus et qui dit que ce qui fait qu'un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n'est pas sa manifestation, mais bien son origine. Donc les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Et ce qui est très important dans cette définition, c'est bien de souligner que c'est l'origine du risque, donc les conditions de travail, l'organisation du travail, qui lui donne sa dimension psychosociale, et non pas sa manifestation. Alors peut-être justement que nous pourrions creuser les causes. Oui, alors les causes de risques psychosociaux, il y en a plusieurs. Effectivement, l'étude proposée par messieurs Orenstein et Fotinos l'évoque. On vient de le voir. On a parlé d'une dégradation de plusieurs éléments dans la vie professionnelle des personnels d'encadrement. On parlait de conditions de travail dégradées tout à l'heure, mais aussi d'évolution de leur mission, de relations hiérarchiques dégradées. Tout ça, c'est des choses que l'on retrouve lorsque l'on parle de risque psychosocial et de facteurs de risque, de causes de risque. On peut soulever par exemple la question de l'exigence du travail, qui est un facteur de risque. Lorsque l'on parle d'exigence du travail, on parle de charge de travail, de temps de travail, de complexité, de difficulté parfois à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Les rapports sociaux sont aussi un facteur de risque. Quel rapport j'entretiens avec mes collègues, avec mon équipe, avec ma hiérarchie? Est-ce qu'on parle de rapports qui sont bénéfiques, qui sont soutenants, qui sont des rapports basés sur la confiance ou pas? On parle aussi du facteur d'exigence émotionnelle, qui est un facteur qui est très très intéressant et important lorsqu'on s'intéresse au public de personnel d'encadrement. Pourquoi? Parce que c'est toute la question des relations avec le public, de la confrontation à la souffrance des autres, mais aussi la possibilité d'agir face à cette souffrance. Devoir parfois cacher ou maîtriser ses émotions, c'est souvent le quotidien d'un personnel d'encadrement, mais c'est souvent aussi un facteur de risque. Évidemment, on peut questionner les marges de manœuvre, l'autonomie, la latitude décisionnelle. Est-ce que j'arrive à prévoir, à anticiper mon travail?
Est-ce que j'arrive à être acteur de mon activité professionnelle, à y trouver du sens? Voilà, ça c'est une série de facteurs de risque, d'éléments de causalité qui, attention, lorsqu'ils sont trop nombreux, et pas assez contrebalancés par des facteurs de protection. Par exemple, la reconnaissance, le soutien de mon équipe, le soutien de mes pairs. Lorsqu'il y a une balance qui est finalement négative, trop lourde, et ben là on voit apparaître des troubles psychosociaux, qui sont en fait les conséquences de tout ça. Et les 3 types de troubles que l'on rencontre, encore une fois, ils sont d'ordre soit individuel, augmentation du stress, de l'anxiété, dégradation du sommeil, addiction, entre autres, ou alors ils peuvent être collectifs, l'apparition de conflits au sein d'équipes, la baisse de la communication, la coopération qui ne se fait plus. Et dans un dernier temps, ils peuvent être organisationnels, l'insatisfaction des usagers, l'augmentation des erreurs, des négligences, mais aussi le présentéisme, et son contraire, l'absentéisme, ou l'apparition de turnover. Donc il faut bien comprendre que les risques psychosociaux, on est sur un continuum entre causes-conséquences, et tout est une question effectivement d'équilibre. Je tiens à le dire avant qu'on passe juste après, c'est très important de comprendre que prévenir les risques psychosociaux, prendre soin de sa qualité de vie au travail en tant que personnel d'encadrement, c'est fondamental, et en fait, in fine, ça irrigue tout le circuit, ça va du personnel d'encadrement aux équipes, et in fine aux élèves, aux parents d'élèves et donc à l'usager. Donc c'est gagnant-gagnant pour toute la ligne. Alors justement, il nous reste quelques minutes et on va pouvoir les passer à une vraie réflexion sur la prévention de ces risques psychosociaux, puisque là vous avez fait émerger la notion, la causalité. Comment faire pour se préserver un petit peu de tout cela ? Alors, pour moi, il y a 3 grands axes dans ce qu'on appelle la prévention. Le premier, ça va être évidemment prévenir le risque, l'éviter. Ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est lorsqu'on est en amont des situations. Premier conseil peut-être à donner aux collègues personnels d'encadrement, ça va être de réguler sa charge de travail. Comment? En redimensionnant son activité au regard de la réalité de terrain. Je le dis souvent, on ne peut pas demander à un personnel d'encadrement, à un travailleur de manière générale, de faire exactement ce qu'il faisait avant, de tout faire, alors que là, et c'est un très bon exemple, on est en pleine crise sanitaire. Voilà, c'est de savoir aussi distinguer ce qui est fondamental, ce qui est essentiel et ce qui peut attendre. Le second conseil, ça va être par exemple de définir et de communiquer sur son cadre de personnel d'encadrement. Voilà mes règles de fonctionnement en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur. Voilà mon cadre de responsabilité, jusqu'où je peux aller, à quel moment je vais m'arrêter. Pourquoi? Parce que ça permet de cadrer son activité de travail, ça permet de donner de la visibilité aux équipes. Mais aussi de les responsabiliser sur certains sujets. Évidemment, la communication, c'est fondamental, communiquer avec ses équipes, donner du feedback, débriefer aussi en tant que personnel d'encadrement auprès de ses collègues de confiance pour éviter l'enquistement de situation. Le second acte, ça va être évidemment la prévention secondaire, adapter son organisation du travail, par notamment le fait d'ajuster ses attentes et d'ajuster ses activités au regard du travail réel, et de prioriser, de déléguer, d'informer son équipe quand la charge, quand la difficulté est trop lourde, trop complexe, trop importante. On parlait tout à l'heure de leadership partagé, on est en plein dedans. Vous ne pouvez pas tout faire, ni tout gérer tout le temps, et ça, c'est important de le reconnaître et de le comprendre. Et le dernier axe, le plus évident, et pourtant, c'est quand même important de le rappeler, être attentif à soi-même, je pense que c'est fondamental, être attentif à sa propre charge cognitive, émotionnelle. Vous êtes le meilleur connaisseur de vous-même et de votre activité. Vous connaissez vos limites et effectivement, c'est fondamental de prendre soin de soi. Échanger avec des personnes de confiance, ce qui permet de relativiser, de prendre de la distance, aussi de mettre des mots sur des ressentis. Et dans un dernier temps, le basique, et pourtant il faut quand même le rappeler, reconnaître quand ça ne va pas et apprendre à demander de l'aide. Je sais que dans certaines académies, le réseau de pairs, PAIRS, s'est mis en place. Je pense aussi à nous, un psychologue du travail, qui sommes des relais, qui sommes des ressources sur le terrain pour accompagner, pour permettre parfois de prendre de la distance sur certaines situations, et déposer les valises, comme on dit. Voilà. Pour conclure, c'est fondamental, je pense, en tant que personnel d'encadrement, de prendre en compte les risques psychosociaux de ses équipes, de ses collaborateurs, mais c'est fondamental aussi d'écouter ses propres signaux. Voilà. Vous les écoutez chez vos collaborateurs, écoutez-les chez vous.
Alors, ce qui n'est pas toujours aisé, hein. Nous avons des réactions dans ce sens-là, hein. Donc, voilà, même un intervenant, un participant qui nous dit ça mériterait presque un webinaire entier consacré au conseil opérationnel pour mettre en œuvre ce qui a été soulevé aujourd'hui dans ce webinaire. C'est vrai que se connaître soi-même, est-ce si simple que cela si on n'a pas une démarche précise, volontaire? Alors, ça peut se faire, comme vous l'avez dit, par le regard des pairs. C'est vrai que ces collectifs qui se mettent en place sont toujours extrêmement intéressants. Mais est-ce suffisant? En tout cas, je crois que là, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés aujourd'hui. Eh bien, écoutez, nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire consacré à la qualité de vie au travail et comment mieux vivre son vécu professionnel. Et nous allons compléter donc les différents témoignages que nous avons entendus jusqu'ici par une infographie de synthèse qui va être présentée par ma collègue Sylvaine Paul, qui est ingénieure documentaire. Et Sylvaine va vous présenter l'infographie avec les grands mots-clés, les concepts clés, et va également vous présenter des ressources complémentaires. Nous l'écoutons tout de suite. Sylvaine. Merci Magali, bonjour à tous. Effectivement, 2-3 mots sur les ressources présentées sur l'infographie qui sera à disposition sur le site de l'IH2EF, que vous avez déjà repéré puisqu'elle sert de support de communication pour annoncer tous nos directs. Donc voilà, allons directement aux ressources. Donc ce qui nous a servi de base, qui a été élaboré et analysé par nos intervenants Georges Fotinos et Monsieur Orenstein. Donc l'enquête CASDEN avec l'analyse des résultats que vous retrouverez sur le site. Une enquête qui a été menée en collaboration à la fois avec la CASDEN et le syndicat des personnels de direction, le SNPDEN. Donc sur ce site-là, vous retrouverez toutes les analyses des résultats avec les statistiques. Tout est présenté de manière assez détaillée et très claire. Une deuxième ressource que je tiens à vous présenter, donc c'est un dossier qui figure sur le site de l'IH2EF. Ce sont des résultats d'enquête menés par l'IFE, donc l'Institut français de l'éducation, sur les effets du confinement sur l'activité des personnels d'encadrement et des directeurs d'école. Donc ça regroupe plusieurs enquêtes qui ont été menées sur différents publics et vous pouvez retrouver donc ces résultats et ces rapports d'enquête analysés sur notre site. Donc vous y retrouverez entre autres le rapport d'enquête, la synthèse des résultats et les rapports d'enquête sur les différents publics que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et une dernière ressource, donc le site de l'ANACT, donc, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui a mis en place donc, tout un dispositif, une démarche de prévention sur les risques psychosociaux. Vous allez retrouver les différents épisodes qui ont été mis en place. Donc, en premier épisode qui était expérimenter une démarche de prévention des RPS, et le deuxième épisode, donc, que je vous présente ici, déployer la prévention des risques psychosociaux. Donc, une mine de conseils et de recommandations pour prévenir les risques psychosociaux dans les établissements. Il me reste en quelques secondes à vous présenter notre prochain rendez-vous des mardis de l'IH2EF qui aura lieu le 5 janvier 2021, qui parlera cette fois-ci donc de la réforme de la voie professionnelle avec un zoom particulier sur les CMQ, les campus des métiers et des qualifications, et notamment les campus des métiers et des qualifications d'excellence. Il me reste donc à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Avant de rendre la parole à Magali en studio, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup Sylvaine. Eh bien écoutez, voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire. Vous avez pu entendre différents intervenants. Vous disposez maintenant dès à présent du replay et du podcast de cette émission consacrée à la qualité de vie au travail et le mieux-être et le mieux-vivre professionnel pour tous les personnels d'encadrement. Le prochain direct des mardis de l'IH2EF sera le 5 janvier et il sera donc consacré à la voie professionnelle et au campus des métiers et de la qualification. Nous vous donnons rendez-vous donc pour ce prochain direct et n'hésitez pas en attendant à consulter l'ensemble des ressources. Je remercie vraiment chaleureusement toute l'équipe audiovisuelle qui permet de réaliser ce direct, ainsi que mes collègues présents. Et également, je remercie tous les intervenants, bien évidemment, que vous avez pu entendre. Et je n'oublie pas de vous remercier de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.